Jacques Boncompin, bonjour. Vous êtes un spécialiste du monde des écrivains, de ceux que l'on appelle des gens de lettres. Vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet, je n'en citerai que deux si vous voulez bien. Auteur et comédien au XVIIIe siècle qui vous a valu le prix Thiers de l'Académie française, ou plus près de nous, La Révolution des auteurs, couronné pour sa part par deux prix, le Grand Prix Jacques de Fourchier de l'Académie française et le prix Drouin de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes un collectionneur de prix, si je comprends bien. Et nous sommes donc très honorés de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer avec vous un autre de vos ouvrages, de vos nombreux ouvrages. Je vous parlais du dictionnaire de l'épuration des gens de lettres 1939-1949. Il s'agit d'une véritable somme qui offre non seulement une analyse et qui replace la question dans son contexte historique, mais aussi qui livre une documentation qu'on peut vraiment qualifier d'exceptionnelle. Certainement, vous nous en direz plus tout à l'heure. Alors, la question qu'on se pose immédiatement face je parle de somme, c'est vraiment une somme aussi matériellement, c'est un ouvrage très gros. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans cette étude si particulière? Cette étude particulière est le dernier volet d'une série. J'ai tenté, agissant au sein de la Société des auteurs, d'écrire l'histoire de la condition des auteurs des Grecs anciens à nos jours. Ça m'a pris 40 ans. Bon. La révolution des auteurs s'arrêtait en 1815. Et il y avait un résumé de la condition des auteurs dramatiques et des auteurs littéraires des Grecs anciens jusqu'à Voltaire. C'est Beaumarchais qui est à l'origine du droit d'auteur, libérant l'auteur de ses scrupules de créateur et lui permettant de réclamer son dû sans déroger à la noblesse des lettres. Alors donc, c'est la suite des études, enfin des travaux que vous avez poursuivis pendant 40 ans Voilà. sur la condition de l'auteur, sur le droit d'auteur, enfin tout ce que vous venez de nous synthétiser en quelques mots, que vous en êtes venu à vous intéresser à cette période violente et cruciale pour la France contemporaine, qui est l'épuration des gens de lettres. C'est-à-dire que dans cette étude des auteurs, particulièrement en France, puisque la France c'est le pays, c'est la matrice du droit d'auteur sur le plan international. Donc après la Révolution des auteurs qui s'est arrêtée en 1815, j'ai publié à la librairie Champion de Scribe à Victor Hugo, de 1815 jusqu'à 1870, et puis les auteurs au temps moderne, avec une préface de Jean-Claude Carrière, toujours à la librairie Champion, de 1871 à 1996. Et dans cette période, chaque fois, les périodes révolutionnaires, les périodes de guerre, les périodes de difficulté sont aussi, hélas, les plus passionnantes. C'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire, à étudier. Et donc, dans ce dernier ouvrage en apparence, j'ai englobé, évidemment, la guerre de 14, aussi la guerre de 39, et puis l'épuration. Mais en poussant mes recherches, j'aime bien trouver du nouveau pour chacun de mes ouvrages, partir d'archives, de ne pas faire des ressucés de ce qui a été répété pendant tout le temps, absolument. C'est pour ça que la Révolution des auteurs, c'est une part d'archives absolument considérable. Et j'ai trouvé un gisement exceptionnel qui était aux Archives nationales, qui était dans tous les dossiers qui avaient été déposés là. Le général de Gaulle, en 1945, le 30 mai, a institué par décret une commission nationale d'épuration. Parce qu'il y a eu une épuration sauvage, il y a eu une épuration dirigée un petit peu, les ministères tirant les ficelles, le ministère en particulier de René Capitan, qui était le ministre de l'Éducation nationale, et puis ensuite, la même personne pouvait être épurée plusieurs fois, suivant qu'elle était, vous prenez un auteur qui était un auteur littéraire, il est épuré Société des gens de lettres. Oui, ce même auteur littéraire avait écrit une pièce de théâtre,
Il était épuré à la Société des auteurs dramatiques. En même temps, il jouait d'un instrument. Il était épuré par la commission de la musique là-dedans. Et puis, il avait écrit, je ne sais pas, une œuvre, composé une œuvre musicale, et on rajoutait la SACEM. Donc, vous voyez, ces cas ont vraiment existé. Absolument, mais de, bien de sûr. personnes qui regroupent toutes ces. Mais bien sûr, ce bien type sûr. à la fois de qualité et donc d'épuration. Bien sûr, c'est exact. Et puis, alors, chaque organisme avait ses particularités. C'est-à-dire, on n'était pas jugé de la même façon à la Société des gens de lettres qu'à la SACD, qu'à la SACEM, vous voyez. Et alors, j'ai voulu savoir pourquoi on épuré. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est la question que je vais vous poser d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a épuré? En 1944, et en fait, cette décision d'épurer commence très tôt. Vous avez publié une interview dans l'Homme Nouveau où j'ai signalé que j'avais un Pétain de Gaulle qui devait être publié prochainement. Ce sera le cas. Il y aura 2 volumes parce que ce que j'ai écrit est assez volumineux. Et comme le sujet est un sujet extrêmement brûlant, je suis bardé de références pour bien, je dirais, justifier ce que j'écris. Donc là, au fond, pour juger cette époque, c'est la question qui a été posée par Weygand au moment du procès du maréchal. Du Maréchal Pétain, il a dit le vrai procès de cette époque, c'est armistice ou capitulation. Donc De Gaulle a pris position quand il est parti à Londres, et dès le 22 juin, il a condamné l'armistice. Et donc tous ceux qui se sont accommodés de l'armistice, selon De Gaulle, devaient rendre des comptes. Dans cet esprit-là, il a condamné tout cela. C'est un premier point. La deuxième question posée, c'était est-ce que, alors que la France est occupée, est-ce qu'il est décent ou non, est-ce qu'il est français ou non, de continuer à faire publiquement acte de créateur? Oui ou non? Alors vous avez Vercors, silence de la mer là-dedans, qui dit que dans ces cas-là, normalement, la décence, c'est le silence. Donc certains écrivains comme Vercors prennent cette décision. Alors, De Gaulle, si vous voulez, vous avez... j'ai pris la position, parce que j'anticipe sur ce que j'ai écrit sur ce Pétain de Gaulle, si vous voulez. Donc, dans l'esprit du général de Gaulle, dès 1940, ceux qui ne le suivent pas devront rendre des comptes. Et ça englobe tout le monde, y compris les auteurs. Alors, si vous voulez bien, on va quand même revenir. On parlera effectivement du général de Gaulle et de sa prise de décision et de l'influence à long terme, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, que ça a eu. Mais je voudrais quand même revenir vraiment à votre dictionnaire, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un monument. Vous avez focalisé un peu dans vos réponses le fait que c'était une décision du général de Gaulle. Pourtant, votre titre porte comme borne, en quelque sorte, les années 1939-1949. Donc pas simplement, visiblement, l'épuration qui commence globalement à l'épuration de la France. Oui, parce que déjà, en 1939, il y a des auteurs qui peuvent être arrêtés, condamnés, comme ça a été le cas pour Genot, pour pacifisme. Donc arrêté par Genot disant il vaut mieux être... Par l'État français. Il vaut mieux être par la Troisième République, et il vaut mieux être allemand que mort. Étant donné l'hécatombe de la guerre de 14-18 dont on sortait à peine. Vous voyez, c'était ça. Donc il y a eu déjà des condamnations. Oui. Mais, alors ça, c'est la Troisième République. Disons, c'est Daladier, quoi. Et puis, après, il y a l'effondrement,
Et puis, vous avez en France les pleins pouvoirs qui sont donnés au maréchal et le général de Gaulle qui fait dissidence, qui crée sa propre structure et qui, l'emportant, grâce aussi aux Alliés, hein, à la fin de la guerre, est à la tête du gouvernement provisoire et à ce moment-là, il met à exécution ce qu'il avait dit. Est-ce qu'auparavant, il n'y a pas eu une épuration des auteurs de confession juive ou de race juive? Alors, l'épuration, je fais un résumé dans les livres au début de la situation de l'entre-deux-guerres. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'occupation si, en fait, la guerre de 39-40, c'est la continuation de la guerre de 14 qui était la continuation de la guerre de 70. Ces trois guerres n'en forment qu'une, avec trois grandes étapes. Et donc, les auteurs juifs français de nationalité française n'ont pas été inquiétés. En revanche, vous avez une immigration croissante, en particulier de juifs, qui viennent des pays de l'Est et qui vont pratiquement tripler la population d'origine israélienne en France. D'origine israélienne. Voilà, en France. Et là, vous avez au fur et à mesure de l'arrivée de ces personnes qui comptent des musiciens, beaucoup de musiciens, des auteurs de films, des réalisateurs là-dedans, bien, ils commencent à prendre des places. Et il y a une sorte de fermeture corporatiste. Hein, parce que, et c'est comme ça que, par exemple, la Société des auteurs de films va demander la création d'un document, d'une autorisation pour pouvoir exercer la profession. Ils considèrent qu'il y a beaucoup de réalisateurs israélites d'origine qui ont fait des merveilles pour le cinéma français, il y a un coup de chapeau là-dedans, mais en même temps, ils disent qu'à côté, il y a beaucoup de faisans, il y a beaucoup de personnes qui monopolisent les centres de décision et qui font travailler de préférence leurs coreligionnaires. Et donc, ça crée une réaction un peu antisémite, il faut le dire. Voilà. Et donc, là, ils vont à la SACEM, c'est la même chose, au point qu'à un moment, il y a une décision du conseil d'administration qui interdit aux étrangers de prendre des pseudonymes à consonance française. Oui. Et donc, c'est antérieur à la guerre. Donc, vous avez cette situation qui est... Ensuite, vous avez eu le Front populaire. À la suite de la guerre de 14 et des saignées, il y a eu une forme de libéralisation, des naturalisations. Mais, parenthèse, il y a des correspondances évidentes avec aujourd'hui. Vous avez aussi au sein du Front populaire un certain clientélisme qui a facilité la naturalisation de personnes étrangères, mais qui étaient de leur sensibilité, pour augmenter, je dirais, leur capital de votants. Hein. Et on peut faire la même observation depuis quelques dizaines d'années, si vous voulez, en France. Alors, ça va créer des crispations. Et c'est pourquoi, au moment de la guerre, il va y avoir des commissions de dénaturalisation et on va examiner la situation des personnes qui ont été naturalisées de fraîche date. Vous voyez. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que ça s'était passé en 1914. Qu'en 1914 aussi, il y a un criblage qui a été fait des populations récemment naturalisées et qui peut provenir de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne. Donc, qui étaient originaires de pays avec lesquels la France est en guerre. Vous voyez. Donc, c'est une situation complexe. Il faut oui, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous reçoit. Pour comprendre cela aujourd'hui, où on a un regard manichéen. Sauf que là, la France n'était pas en guerre contre un État israélien, puisqu'il n'existait pas. Donc, c'était des ressortissants. Non, je suis d'accord, mais il y a eu l'affaire Dreyfus. Vous avez
au moment de la séparation de l'Église et de l'État, la Troisième République, les républicains de l'époque sont francs-maçons. Il y a une volonté de réserver les postes de décision dans l'administration à ceux qui sont athées ou qui sont des hérétiques par rapport à la France catholique. C'est quelque chose qui continue. Nous parlons de sujets extrêmement actuels. Oui, ça continue. Ça continue. Prenez M. Vincent Payan, qui a été ministre de l'Éducation nationale, un an avant qu'il ne devienne ministre, il écrit un livre en disant qu'il faut achever la Révolution française. Que la Révolution française, si vous voulez, n'a pas été entièrement développée en France. Et il écrit qu'il convient donc d'éradiquer la religion catholique en France. Que sans cette éradication, on ne peut pas mener à son terme la Révolution. Alors, ce ne sont pas souvent les Juifs qui sont d'eux-mêmes venus dans l'administration, c'est les tenants de la République qui s'allient avec les protestants et qui vont trouver les Juifs parce qu'ils ne sont pas catholiques. Vous voyez ? Donc l'entrée, et il faut comprendre justement que ceci, au fond, pour moi, la Révolution nationale est le contre-coup de la loi de 1905, de toutes ces luttes de l'époque. C'est une réaction à ce qui s'est passé. Il y a eu 60 000 religieux qui ont été déportés. On ne le dit pas. Vous voyez ? Donc il y a eu une sélection qui a été faite par les républicains et personne n'était égal pour accéder à des fonctions administratives sous la Troisième République. Les dés étaient pipés. Encore il y a peu de temps, je dirais, quelqu'un de catholique dans l'école normale était mal vu. On sait très bien, voilà. Alors revenons à 1944, comment 44-45, comment s'effectue cette épuration par les sociétés d'auteurs? Sur quels critères? Je reviens au général de Gaulle, qui est un grand lettré et qui souhaitait avoir le soutien des grands écrivains, des grands créateurs. Donc, or, beaucoup ne l'ont pas suivi. Et il va en garder un grand ressentiment. Et quand on sait que le gouvernement provisoire va s'installer en France, la question est de savoir, est-ce qu'on est pur, oui ou non, et jusqu'à quel degré? Et 80% des juristes gaullistes considèrent qu'il faut arrêter uniquement quelques responsables et que, je dirais, il n'y a pas eu de législation qui rendait illégitime le gouvernement du maréchal Pétain. Que, aux yeux du concert des nations, ce régime était légitime, issu en respectant les règles de la Constitution de 1875. Et puis, il y avait une représentation à Vichy de toutes les puissances de l'époque, y compris l'Union soviétique, du Vatican, tout le monde. Et donc, ce qui fait que les Français qui ont suivi le gouvernement de l'époque, ils ont suivi le gouvernement qui était reconnu sur le plan international. Et on ne peut pas les incriminer d'avoir... il aurait fallu, comme disait après coup Mauriac, une sorte d'excuse absolutoire. Et on les incrimine en fait d'avoir continué d'exercer leur profession sous l'occupation, sous la présence, en présence d'une force. Et il y a aussi un point capital qui fait encore sentir son effet aujourd'hui, c'est que le général de Gaulle, dans sa compétition avec Giraud, pour arriver au pouvoir, avec le général Giraud pour arriver au pouvoir, finalement a fait une alliance aux grandes dames de Roosevelt et de Churchill. Il a fait une alliance en partie secrète au départ avec Staline. Avec le Parti communiste. Avec le Parti communiste. Et le prix à payer
ça a été, sur ordre de Staline, que le Comité français de libération, qui était la cellule, le pôle organisateur de la France libre, qui ne comprenait pas de communistes, s'ouvre aux communistes. Donc les communistes vont rentrer, j'allais dire, dans la bergerie, et à ce moment-là, ils vont prendre très vite une importance extrêmement grande en suivant leur propre politique. Et leur propre politique, c'est d'éliminer tous ceux qui leur sont hostiles. Donc ils vont se servir de l'épuration pour essayer de museler, voire parfois d'oxyre, tous ceux qui leur sont contraires, y compris des communistes qui, avant-guerre, ont été hostiles au pacte germano-soviétique. Il y en a eu. Eh bien, à la Libération, ils ont passé un mauvais quart d'heure. C'est ça. Donc, c'est très compliqué. Il faut, et donc, il y a à ce moment-là, ce sont les communistes qui tirent les ficelles. C'est René Capitan, qui est le ministre de l'Éducation nationale, qui, pour le spectacle dramatique, j'ai travaillé donc 30 ans à la Société des auteurs dramatiques, il va prendre Édouard Bourdet, qui est un grand auteur et qui en même temps a été administrateur du français, choisi par Léon Blum, puisqu'il y a 2 postes à la Comédie Française qui relèvent du président, c'est le poste d'administrateur et le poste de caissier principal. Et le caissier principal, c'est un parent de Bourdet. Il y a 2 Bourdets, les 2 postes ont été délivrés à Bourdet. Bon. Et donc, c'est Bourdet qui va être chargé d'initier l'épuration des auteurs. Alors comment est-ce qu'elle se passe, cette épuration? Alors, admettons que je sois un auteur pendant cette période, j'ai continué à écrire pendant l'occupation, j'ai vécu en zone nord, arrive 44, je ne suis pas inquiété immédiatement, je subsiste. Comment est-ce que ça se passe? Situation radicale à celle de 1871, c'est que c'est le gouvernement qui va vouloir faire le travail d'épuration par les organismes d'auteurs. Et là, il y a quelque chose évidemment de contre-nature, puisque ces organismes ont été créés par les auteurs pour les défendre. Pour les défendre. Et donc, on dénature, je dirais, la fonction de ces organismes en leur assumant une tâche politique. On leur demande de faire le ménage chez eux, en fait. Absolument. Au départ, Paris est libéré, très vite les spectacles vont rouvrir, et il y a des auteurs, il y a des comédiens qui ont joué sous l'occupation. Et on craint qu'il y ait des manifestations, des risques dans les théâtres, que des personnes du public apostrophent un comédien, apostrophent un auteur. Et donc il faut essayer d'éliminer, d'écarter des spectacles ceux qui paraissent avoir joué un rôle notable sous l'occupation. Mais si je vous entends bien, là, c'est une mesure en quelque sorte conservatoire de préservation de la paix publique pour éviter qu'il y ait des affrontements. Absolument, c'est ce qu'on dit en premier. Et puis, ensuite, vous avez, comment dirais-je, l'influence des communistes fait que, pour la Société des auteurs dramatiques et pour la SACEM, il va y avoir la rédaction d'un questionnaire qui sera envoyé par courrier recommandé à chaque membre, sous peine de sanctions, on ne sait pas lesquelles, mais là-dedans, il y a le contexte quand même, il y a une pression très grande. Oui. Et ce questionnaire, j'en ai découvert, analysé la composition, comment cela s'est passé. Alors, c'est passé avec l'intervention d'un groupe particulier qui était un fauné du Parti communiste et qui s'appelait le Front National. Ça fait partir des joyeusetés de l'histoire de France. Des rapprochements. Absolument, où même intitulé peut recouvrir des réalités différentes. Très différentes. Oui. Voilà. Et donc là, et c'est la méthode des communistes, hein, partout, de faire la bio
avec le militant de raconter, enfin la personne pressentie de raconter toute son histoire là-dedans, et puis après on lui pose des questions sur les manques, pourquoi, s'il y a des contradictions, il y a ceci, cela. Vous voyez. Et vous publiez d'ailleurs les réponses des écrivains. Alors absolument, parce que à la suite de toutes ces enquêtes, il y a le 30 mai 1945, je l'ai dit, par décret, la constitution d'un comité national d'épuration qui est destiné à décider en dernier ressort, puisqu'il y a eu une certaine dispersion, quelque chose d'un peu anarchique dans ce qui a été fait. Ce qui fait que les dossiers antérieurs remontent jusqu'à ce comité. Et après, quand vous allez aux archives, vous trouvez toute la masse des dossiers, et j'ai failli reculer devant la masse d'archives à saisir. Hein. Alors, à ce moment-là, vous avez presque tout, et c'est fascinant. Ce qui fait que... Et votre livre est de fait fascinant aussi par la quantité d'informations et de documentation que vous offrez. C'est-à-dire que c'est un livre à plusieurs facettes. C'est d'abord une sorte de banque de données de l'ensemble des œuvres, chansons comprises, presque une par une, de tout ce qui a été créé, publié, joué pendant l'occupation. C'est tout, c'est extraordinaire. Bon, ensuite, c'est comment chaque auteur s'est comporté. Alors, si je prends les questionnaires, ben, vous avez... est-ce que vous avez rencontré des Allemands? Oui, où, quand, comment, justifier ces rencontres. Est-ce que vous avez publié ou fait jouer des pièces de théâtre? Où, quand, comment? Combien vous avez touché? C'est intéressant, on peut voir toute la relation à l'argent. Et puis, est-ce que ces œuvres, par leur sujet, étaient de nature à conforter ou non la propagande nazie ou fasciste? Donc là, on rentre dans le volet plus idéologique, effectivement. Complet, absolument. Ensuite, il y a, je dirais, où, dans quel théâtre, de quelle date à quelle date, combien de représentations. Ensuite, ça touche aussi les conférences. Vous avez donné des conférences, où, quand, comment. Alors, il parle avant ou après Montoire. En fait, il se trompe, c'est avant ou après 42, avant ou après, je dirais, le débarquement américain. Voilà. Le débarquement américain en Afrique du Nord. En 1942, effectivement, oui, et puis l'occupation de la... Dans les faits, vous voyez, un homme politique comme Couve de Murville va être d'une certaine manière gracié parce qu'à 1942, eh ben, il quitte Vichy. Vous voyez, donc il y a une sorte de fait de relative tolérance pour ceux qui ont été dans le régime jusqu'en 1942. Après, à ce moment-là, c'est vraiment un soupçon de volonté de collaborer. Et puis, vous avez toutes les conférences, vous avez les sujets, où, quand, comment, là-dedans. Est-ce que vous avez... quels ont été vos rapports avec les Juifs? Est-ce que vous avez dénoncé des Juifs? Est-ce que... Vous voyez, et puis, la même chose pour les livres. Quel éditeur, quelle date, quel tirage. Et à la fin, pour la Société des auteurs, qui est le questionnaire le plus politique, est-ce que, alors que l'on tuait, déporté, vous avez le sentiment d'avoir respecté la dignité patriotique? C'est-à-dire, c'est une façon d'atteindre et de culpabiliser l'auteur auquel on ne peut reprocher aucun acte précis de collaboration, mais on peut lui reprocher aussi de ne pas avoir résisté d'une manière ou d'une autre, et d'avoir été une sorte de complice de l'occupant par son action silence. Ou par omission. Par omission. Voilà, Ouais, c'est ça, sûr, vous voyez. Donc ça va très très loin. Et puis il y a toute une série de tribunaux qui ont été créés, qui sont des tribunaux d'exception. Alors vous avez eu des tribunaux d'exception sous l'occupation, mais vous avez des tribunaux d'exception aussi à la libération. Au moment de la libération. Absolument. Comment s'exerce, au regard de ces questionnaires, enfin après la lecture de ces questionnaires, comment les sociétés d'auteurs exercent l'épuration? C'est-à-dire elles livrent les auteurs qui ont mal répondu, elles le livrent au bras séculier à la justice, ou il est juste
il est seulement exclu de Alors, cette société? il y a les deux. Il y a les tribunaux d'exception qui ont été créés et qui peuvent poursuivre directement un auteur. Alors ça, c'est les tribunaux qui agissent Absolument, d'eux-mêmes. Si absolument. Ce qui fait que vous prenez Lobau, par exemple, qui était le grand journaliste dramatique de Je suis partout. Eh bien, il est poursuivi par les tribunaux d'exception spécialisés, mais au sein de la Société des gens de lettres, puisqu'il a publié des romans là-dedans, eh bien, il va être exclu. Donc là, c'est l'exclusion. Alors, il faut prendre chaque société, et chaque société met une attitude propre. La Société des gens de lettres, elle veut épurer par elle-même, elle adhère à ce procédé, et elle crée une commission spéciale d'épuration qui est présidée par un général qui a écrit sur l'Afrique du Nord, qui est le général Hazan. Et c'est ce comité qui crible les membres et qui propose, lors des assemblées générales, des sanctions. Et là, c'est un petit côté tribunal révolutionnaire, parce qu'il y en a qui disent « Ah non, c'est trop, oh, non, trop c'est rare, mais c'est pas assez, il faut encore... voilà, vous voyez, il y a ça. Et donc, quand il y a avoir ce décret de création d'une commission nationale d'épuration, la Société des gens de lettres va se débattre parce qu'elle n'entend pas être dessaisie de son pouvoir autonome de jugement. Vous voyez, et elle sera quand même obligée de s'y soumettre. Bien sûr. Voilà. En revanche, prenons la Société des auteurs dramatiques, le président qui va être choisi assez vite, c'est Marcel Pagnol. Marcel Pagnol a été impeccable pendant l'occupation. Hein. Il a reçu des pressions, notamment de Greven, qu'il connaissait avant la guerre, qui est un producteur de films, qui va créer la Société Continentale avec des capitaux allemands et qui va tourner des films français. Bon. Mais on lui a proposé de faire des films et il a refusé. Pagnol a refusé cette forme de collaboration. Mais, alors j'étais l'agent de Pagnol et il a été le préfacier en 1971 de la publication au Canada de ma thèse sur le droit d'auteur au Canada. Et quand j'ai quitté la Société d'auteurs, Jacqueline Pagnol m'a demandé d'être son agent pour tous les sujets dans le monde entier. Donc j'ai évidemment beaucoup de sympathie pour lui et il va être merveilleux dans cette époque. C'est-à-dire que, vous savez, il va y avoir des dénonciations partout. Il est à la Société des auteurs et plein de dénonciations, il les met systématiquement, pratiquement au panier. Il considère que ce n'est pas à la Société des auteurs de rendre la justice et donc il va user de manœuvres dilatoires pour faire traîner cette épuration en réclamant que ce soit un président de cour d'appel qui, je dirais, s'occupe de ce travail-là. Et d'une certaine manière, il va réussir. Si on s'arrête si on revient plus exactement à 44-45, il y a à ce moment-là des condamnations à mort d'auteurs. Je pense à Paul Schack ou à Robert Brasillac. D'autres sont condamnés à mort plus tard, mais iront en prison. Est-ce que ça rentre dans le cadre? Ça rentre évidemment dans le cadre de l'épuration. Et là, les sociétés d'auteurs n'interviennent pas dans le cadre de Brasillac ou de Schack. Elles interviennent pour les exclure. Ils sont exclus. Ah oui, ils sont exclus. Absolument. Ils sont exclus des organismes d'auteurs. Si vous voulez, là, il y a un certain, à la SCD, ça se joue surtout pour un certain Clerc, qui plus tard va être amnistié, ils essaient, dans l'ensemble des organismes d'auteurs, essaient de sauver les retraites des auteurs. Parce qu'il y a des familles qui sont derrière. Oui, bien sûr. Donc je souligne cela. Hein. Oui, mais vous avez raison, parce que c'est un point important auquel on ne pense généralement voilà, pas. c'est un point capital. Et puis, les organismes d'auteurs vont secourir beaucoup de leurs membres. Charles Méret, qui est président pendant l'occupation, auquel on va chercher des poux à la Libération, a fait distribuer secrètement, ce sont des dons manuels, 600 000 francs de l'époque aux auteurs juifs.
Vous voyez. Mais c'est secret, et ce qui est remarquable, c'est que le personnel de la comptabilité, entre autres de la SACD, est resté totalement muet. Alors qu'il y avait des risques en prenant cela, puisque les Israélites étaient... il y avait une somme qu'ils pouvaient toucher, mais au-delà, ils ne pouvaient pas toucher cette somme. C'était mis sur des comptes gelés, des comptes en attente là-dedans. Donc, il faut tenir compte de beaucoup de tempéraments qui sont dessous. Parce que oui, le propre de l'occupation, c'est que la parole n'est pas libre. Bien sûr, oui, par définition, ce qu'on oublie généralement. Ce que dira le maréchal, c'est que le général de Gaulle à Londres pouvait dire tout ce qu'il voulait, mais lui, chaque mot était connu des Allemands. Et ce que personne ne dit, c'est que dans la Convention d'armistice, la France avait dû livrer tous ses codes secrets. Tous les codes de l'armée, de l'aviation, tout, absolument tout. Donc les Allemands pouvaient écouter partout l'administration française en temps réel. C'est-à-dire que presque il fallait dans une pièce à côté pour de personne à personne. Et à la fin, le Rentefing, qui était l'Utzonlo envoyé par Hitler en 1943 à Pétain, voulait s'installer dans le bureau du maréchal. Hein? Il a fallu se battre pour qu'il soit à côté. Donc il faut tenir compte de l'occupation était effectivement totale. Parmi les gens qui ont été, enfin les auteurs, parmi les auteurs qui ont été épurés en 44-45, est-ce que certains ont pu refaire surface plus tard? Alors il y a eu des condamnations. Ou est-ce que c'était définitif? Non, ils ont refait surface tous, sauf ceux qui ont été exécutés. Mais, oui, mais tous les autres ont refait surface. Ils ont refait surface. Je pense que, je ne vais pas citer des noms, mais il y a un président qui est un des présidents d'honneur de la SACD, eh bien, il a été interdit de faire acte d'auteur pendant 6 mois. Alors, il y a des personnes qui étaient interdites d'exercer leur profession pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà, il y avait un certain temps. Et après, leur temps de silence, ils pouvaient revenir. Donc, pénitence. J'ai sous-titré cet ouvrage Mort aux confrères. J'avais même mis en premier Mort aux confrères et dessous Dictionnaire d'épuration. Mais mon éditeur, déjà très courageux de publier l'ouvrage, a trouvé plus diplomate de mettre Dictionnaire en premier et en plus petit. C'est Alfred Fabrulus qui offre. Il y a 2 personnages qui pour moi sont des jokers. C'est Henri de Kérillis et Fabrulus. Ce sont 2 personnages atypiques. Hein? Alors, en quoi sont-ils atypiques? Alors, ils sont atypiques parce que, si je prends Fabrulus, il a connu à la fois les geôles allemandes et les geôles de la Libération. Il avait même fait un petit papier en faisant une sorte de petit guide pour comparer les mérites ou les inconvénients de chacune. Voilà. Et chez Hitler, c'était très important dans le règlement, les prisons étaient chauffées. Alors il était emprisonné au Cherche-Midi, et là c'était chauffé. C'était chauffé au Cherche-Midi. Ce qui n'était pas le cas au moment de la Libération. Mais même en Allemagne, ces pauvres jeunes qui avaient distribué dans les universités des tracts pour dénoncer, la rose blanche, dans leur prison, ils étaient chauffés. Oui, ce qui ne les a pas empêchés d'aller jusqu'à la mort. Après. Alors c'est à la Libération, il y a, je dis que... on coupe le chauffage là. J'ai dédié hier à Guilain de Desbach cet ouvrage, et je lui ai dit, Dictionnaire d'épuration de Jean de Lettres, une spécialité bien française. Parce qu'il y a cette guerre civile qui se poursuit actuellement aussi au sein des intellectuels, vous voyez. Il y a eu, c'est il y a quelques années, c'était les nouveaux réactionnaires, vous voyez, il y a... La dénonciation de ceux qu'on qualifie absolument, on continue. De nouveaux réactionnaires. Renaud Camus, je veux dire, aujourd'hui, vous avez un certain nombre, vous voyez, monsieur Zemmour, vous voyez, vous avez des personnes qui sont clouées d'avance au pilori, par avance. Or ça, c'est un héritage de ce qui s'est passé à la Libération. Ce climat dans lequel nous nous retrouvons, là, il est le fruit
de ce qui s'est passé à ce moment-là, où, par cette épuration des créateurs, tous les intellectuels, je dirais, du centre ou de droite ont été muselés et après placés dans la défensive. Et depuis, Et ça continue. il le sent. Ce qui fait que la pensée même dite de droite n'est pas une pensée de droite. Au terme de votre ouvrage, vous pointez vraiment la responsabilité du général de Gaulle dans cette situation. Finalement. Alors, le général de Gaulle... Il nous reste quelques minutes pour terminer. Je dis tout simplement, dans une interview donnée dans les années 60 à Roger Stéphane, parlant de son départ aux États-Unis, en Angleterre, il a dit, mais bien sûr, il y avait aussi l'ambition. C'est la première fois qu'il a dit ça. Donc, il faut reconnaître, quand il est parti à Londres, il y avait l'amour de la France, il y avait tout ça, mais comme Bonaparte, il a vu une fenêtre, il est parti là-bas, et ensuite, il a pris comme axiome pour justifier sa séparation que l'armistice était une trahison et que c'était une capitulation. Alors que c'est un militaire, il sait que l'armistice, c'est une suspension d'armes. Et il n'a pas voulu démordre de cela. Et on reste sur cet état d'esprit. Alors que, dans les faits, c'est le propre de mon Pétain de Gaulle, donc qui va prochainement paraître. Qui va paraître au printemps, que je m'attache à montrer tout le reste, puisque avec le général George Churchill au Maroc va dire « Je n'ai jamais dit que l'armistice était une trahison, je n'ai jamais dit que l'armistice était une capitulation, j'ai trouvé un général français qui le soutenait, je m'en suis servi. » C'est une attitude tout à fait britannique. Voilà. Et donc, je dirais que De Gaulle, croyant, plus la mort s'approche, plus il sait, c'est la grande force quand même des chrétiens, c'est qu'ils pensent à la vie éternelle et ils pensent qu'ils ne sont peut-être pas toujours assurés de ce qui va se passer. En prenant simplement le maréchal Pétain qui a été condamné pour permettre de condamner tout ce qui n'avait pas été gaulliste, et de façon presque irréversible. Il va dire finalement que le maréchal n'aurait pas mérité plus de 2 ans de prison, alors qu'il s'est acharné à le faire condamner à mort, quitte à le gracier après, mais il l'a tué moralement. Vous voyez ? Et donc, voilà comment les choses se sont passées. C'est que plus le temps passait, plus son ambition ayant été satisfaite, il revenait à une vision plus équilibrée des choses. Plus réaliste. Jacques Beaumont-Compoint, merci beaucoup d'être passé dans les studios de l'Homme Nouveau pour votre ouvrage, donc le dictionnaire et de l'épuration, que j'invite vraiment tous nos auditeurs à découvrir, à se procurer, puisque c'est, comme je le disais en introduction de notre échange, c'est une véritable somme à la fois de documentation, d'analyse et de restitution du climat historique et de cette période, qui permet aussi de comprendre, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, la situation idéologique dans laquelle nous nous trouvons. Et si je peux me permettre, c'est que c'est une sorte de sondage IFOP de cette époque. Et des personnes se trouvaient, il y avait 5 zones différentes. Hein ? Merci beaucoup. Voilà.